Le 17 novembre 2006, la police de la ville de Wesseling, près de Cologne, en Allemagne, procède au contrôle de routine d'un véhicule poids lourd. Très vite, les agents remarquent que l'immatriculation correspond à celle relevée 2 semaines plus tôt sur des bandes de vidéosurveillance montrant un homme se débarrasser d'un corps à proximité d'un terrain de foot en Catalogne. Ils entreprennent alors la fouille du véhicule et vont y faire une découverte stupéfiante et très inquiétante. Car en effet, à l'intérieur, ils trouvent plusieurs polaroïds représentant des femmes inanimées ainsi que des mèches de cheveux, chacune correspondant à une photo. Ça, c'était un avant-goût de l'affaire dont on va parler en détail aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à un tueur en série allemand qui a opéré au travers de toute l'Europe dans les années 90-2000. Et par certains aspects, il m'a pas mal fait penser à Fritz Honka, dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Il est très intéressant, assez flippant et bizarre, si vous me permettez ce mot. Moi, c'est Nelly. Ici, je poste des vidéos relatant des affaires criminelles. J'en poste 2 par mois, en général le week-end, le dimanche, donc 1 semaine sur 2. Ici, je relate donc des enquêtes criminelles. Je vous parle parfois de tueurs en série, comme aujourd'hui, de faits divers, mais j'aime beaucoup mettre l'accent sur les cultures alternatives, vous parler de crimes en lien avec le monde de la musique, par exemple. Si ça, c'est un programme qui vous donne envie, eh bien, je vous propose de vous abonner. Concernant notre affaire, j'aimerais vous faire un mini avertissement spécifique pour cette vidéo. Dans la vidéo, je vais parler de fétichisme. Je voulais préciser que être fétichiste n'implique absolument pas de vouloir donner la mort à des gens ou d'être susceptible de s'attaquer à des gens. On peut être fétichiste et tueur, mais dans la plupart du cas, on est fétichiste et on ne fait de mal à absolument personne. Je pense que c'est mieux en le disant. Je procède immédiatement à l'avertissement habituel. Ceci est une affaire criminelle. Il va donc y avoir mention de violence, d'agression, de décès. Ce sont des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Je vous propose d'aller, pourquoi pas, regarder autre chose. Les autres, par contre, vous allez me suivre, puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. Volker Eckert est né le 1er juillet 1959 dans une ville moyenne d'Allemagne de l'Est, située à seulement quelques kilomètres de la frontière tchèque, Plauen. Il y vit avec ses parents ainsi que ses 2 frères et sœurs. On sait très peu de choses sur son cadre familial et sur son enfance. Par contre, il y a bien quelque chose que l'on sait, c'est que dès le plus jeune âge, le petit Volker va manifester un intérêt prononcé pour quelque chose d'un peu particulier, la chevelure féminine. À ce niveau d'ailleurs, on peut parler d'obsession, voire de fétichisme, tant le contact des cheveux le trouble. Il y a un nom d'ailleurs pour ceci, c'est la trichophilie. L'individu atteint de trichophilie éprouve de l'excitation d'ordre sexuel à la vue et ou au contact des poils, des cheveux, de la fourrure ou des perruques ou de tout ça à la fois. Volker est de base un garçon très renfermé et il va être d'autant plus complexé, va avoir tendance à se renfermer encore plus à cause de sa puberté précoce dont il n'ose parler à personne. Il éprouve des besoins sexuels dont il ne sait que faire et qui lui font ressentir de la honte. À 9 ans, il développe une sorte d'obsession pour une des poupées de sa sœur, dotée d'une longue chevelure blonde. Il voit là l'occasion d'évacuer ses pulsions sexuelles encombrantes. Il va alors connaître ses premiers émois sexuels au contact de cette poupée en caressant ses cheveux alors qu'il s'était installé dans son lit avec elle. À cette époque, il s'intéresse également aux perruques de sa mère qu'il a découvertes dans le grenier. Alors qu'il est adolescent, le mariage des parents de Volker Eckert va commencer à battre sérieusement de l'aile et va même finir sur un divorce. Il va très mal vivre de voir son père contraint à quitter le foyer et il va se promettre à lui-même de ne jamais se marier afin d'éviter que cela lui arrive aussi. Au moment du divorce, il va clairement prendre le parti de son père, se mettre de son côté, mais c'est avec sa mère qu'il va rester. C'est elle qu'il va l'élever seule.
Et il va commencer à être turbulent et à faire des bêtises assez graves, comme par exemple voler le véhicule de ses parents pour conduire de manière imprudente dans la ville. Quant à son obsession pour la chevelure féminine, elle ne l'a pas quittée, loin de là, elle s'est même renforcée au fil du temps. Volker a 14 ans en 1974 et c'est cette année-là qu'il va commencer à ressentir le besoin d'assouvir ses pulsions sur autre chose qu'une simple poupée. Il en est arrivé à la conclusion qu'aucune femme ne le laisserait jamais volontairement toucher ses cheveux. Il commence alors à envisager d'user de la force pour pouvoir enfin réaliser ses fantasmes sur une vraie personne. Alors en classe, il regarde autour de lui et se met à repérer des camarades dotés d'une longue chevelure et les note dans sa tête comme victimes potentielles. Le 7 mai 1974, Volker Eckert, alors âgé de 14 ans, se rend au domicile d'une camarade de classe, une certaine Sylvia Unterdörfel, âgée de 14 ans elle aussi. Lorsqu'il réalise qu'il est seul dans l'appartement avec Sylvia, que ses parents ne sont pas là, il se dit que c'est l'occasion de passer à l'acte. Car il est depuis longtemps obnubilé par la longue chevelure châtain de Sylvia. Mais il se doute qu'elle ne sera pas consentante puisque lui-même ressent de la culpabilité vis-à-vis de ses pulsions. Mais comme je vous ai dit, il est prêt à user de la violence afin d'arriver à ses fins. Alors dès le seuil de l'appartement franchi, Volker se jette violemment sur Sylvia et commence à l'étrangler avec une corde à rideau dont il s'était muni juste avant. Une fois la jeune fille inconsciente, il en profite pour lui caresser les cheveux. Pendant ce temps, pendant qu'il est en train d'abuser d'elle, elle va mourir des suites de l'étranglement qu'elle a subi. Malgré son jeune âge, Volker a la présence d'esprit de masquer son crime. Il saisit l'extrémité de la corde qui a servi à étrangler la jeune fille et va l'attacher à une poignée de porte afin de faire croire que la jeune fille s'est elle-même ôté la vie. Son stratagème va s'avérer efficace puisqu'il trompera la famille de Sylvia ainsi que les enquêteurs pendant 32 ans. Volker Eckert vient de commettre son premier meurtre de sang-froid à seulement 14 ans et a réussi à le masquer. Il va alors se passer ce qui arrive souvent dans ce genre de cas. Constatant qu'il est en mesure d'agresser des femmes sans avoir aucun compte à rendre, il va continuer, animé par une sensation de toute puissance et d'impunité. Son mode opératoire sera toujours le même, calqué sur le premier meurtre qui lui a plutôt réussi malheureusement. Il repère et attaque des jeunes femmes aux cheveux longs, les étrangle jusqu'à ce qu'elles perdent conscience, ce qui peut être assez rapide, environ une dizaine de secondes. C'est beaucoup plus long de tuer quelqu'un par étranglement, mais pour juste faire perdre connaissance, c'est plutôt rapide. Une fois qu'elles sont inconscientes, il abuse d'elles, puis il les laisse pour mortes ou les achève, ça dépend. De stature, il n'est pas très imposant, il cible donc des femmes plutôt frêles afin d'être sûr d'avoir le dessus. Comme beaucoup de tueurs multirécidivistes, Volker Eckert prend de la jouissance à voir la conscience, ou la vie, ça dépend des cas, quitter les yeux de sa victime. Il la regarde dans les yeux au moment de son dernier souffle et se repaît de ce contrôle total qu'il a pris sur elle. En 1977, alors qu'il a 18 ans, il est surpris en flagrant délit par la police en train d'étrangler une jeune femme la nuit dans la rue, dans sa ville d'origine de Plauen. Il écope de 8 mois de prison, ce qui ne suffira malheureusement pas à l'arrêter dans son épopée criminelle. En effet, de 1979 à 1987, il agressera encore une trentaine de femmes. À chaque fois, il les surprend dans la nuit, les étrangle, caresse leurs cheveux, puis rentre chez lui pour se donner du plaisir en y repensant. On ignore combien de femmes ont survécu à ces attaques. En 1987, il est encore une fois arrêté dans sa ville natale de Plauen pour avoir agressé et laissé pour morte 2 femmes. Claudia, âgée de 16 ans à l'époque, que Eckert avait agressée dans la nuit alors qu'elle rentrait d'une fête chez des amis, va aider à réaliser le portrait robot qui mènera à l'arrestation de Volker Eckert pour la 2e fois donc. Il écope en 1988 de 12 ans de prison pour tentative de meurtre. En prison, il accepte de voir des experts, psychiatres et psychologues afin de tenter de soigner ses déviances sexuelles. Les experts estiment que la thérapie a été efficace et qu'il ne représente plus de danger.
Il se voit alors accorder une remise de peine et au bout de 6 ans, en 1994, il est libéré. Il est censé continuer sa thérapie à l'extérieur, ce qu'il ne fera pas. Au lieu de ça, Eckert estime qu'il a des comptes à régler. Et il va commencer par se rendre au domicile de Claudia, la victime qui a aidé à son arrestation en établissant avec la police un portrait robot. Il se présente à sa porte déguisé en plombier, sonne et prétexte qu'il a repéré une fuite à l'extérieur de sa maison. Il lui demande de la laisser rentrer. Heureusement, Claudia va le reconnaître en regardant par le petit trou à sa porte et ne lui ouvrira pas. Personne ne sait exactement ce qu'Eckert avait l'intention de faire, mais je pense qu'on peut le deviner, et que Claudia peut se considérer comme une miraculée. Après la chute du mur de Berlin en 1989, Eckert va en profiter pour déménager, passant sous les radars des autorités de sa région natale. Du coup, à sa sortie de prison en 1994, il s'installe dans la ville de Hof en Bavière, à 30 km de Plauen, là où la police le connaît. En 1999, alors qu'il a 40 ans, il va commencer à exercer la profession de routier longue distance. Au volant de son camion poids lourd, il va alors sillonner toute l'Europe, restant seul au volant pendant des heures chaque jour. Il est impossible de savoir si Eckert a choisi cette profession exprès, en connaissance de cause, ou bien si c'est par un triste hasard qu'il a choisi une profession qui allait lui simplifier, lui faciliter son entreprise criminelle. Car en effet, ce métier comporte une multitude d'aspects susceptibles d'amplifier les pulsions d'un tueur en série et aussi susceptibles de l'aider à rester sous les radars des autorités. Seul dans sa cabine pendant des heures, il peut se livrer tout entier à ses pensées les plus malsaines et a tout le temps de faire fructifier ses fantasmes ou de planifier ses attaques. Ensuite, c'est évident que le fait d'être itinérant comme ça lui donne accès à des victimes avec lesquelles il n'a absolument aucun lien, ce qui rendra extrêmement difficile la tâche de remonter jusqu'à lui. Et il a également la possibilité de déposer un corps à des centaines de kilomètres des lieux de l'agression de la victime, compliquant encore plus l'enquête. Rapidement, Volker Eckert va se mettre à cibler une population féminine encore plus fragile que les autres, des femmes dont les autorités admettent la propension à souvent disparaître sans laisser de traces et qui n'ont pas forcément de famille pour les rechercher. Des femmes qui, en plus de ça, lui sont très accessibles de par son métier, les prostituées. Le 3 novembre 2006, le corps d'une femme est découvert à proximité d'un terrain de foot à Holstarik, en Catalogne, à 50 km au nord de Barcelone. Il s'agit de Miglena Petrova, une Bulgare de 29 ans. Beaucoup de sources la présentent comme une prostituée, mais j'ai lu une interview de son mari qui explique qu'en fait, pas du tout, c'était une serveuse dans un restaurant de Dobrich, en Bulgarie. Elle était enceinte de 3 mois au moment de son meurtre et laisse derrière elle son mari éploré. Quelques jours plus tard, la police espagnole a accès aux images de vidéosurveillance d'une caméra située sur un parking qui jouxte le terrain de foot sur lequel le corps de Miglena a été retrouvé. Sur ces images, on voit un homme se débarrasser du corps, puis quitter les lieux à bord d'un camion poids lourd, dont l'immatriculation est évidemment immédiatement relevée par les autorités. 2 semaines plus tard, le 17 novembre 2006, à Wesseling près de Cologne, en Allemagne, la police allemande procède au contrôle de routine d'un camion poids lourd, dont les plaques correspondent à l'immatriculation relevée par leurs collègues espagnols. Les policiers fouillent alors le camion et vont faire des découvertes très inquiétantes. Ils y découvrent des polaroïds représentant 5 femmes mortes ou inanimées, ainsi que 5 mèches de cheveux, chacune correspondant à une photo. Au dos de chaque photo se trouvent des notes décrivant chaque crime. Il s'agit bien évidemment des trophées de Volker Eckert. Des souvenirs de ses victimes qu'il garde précieusement près de lui, donc dans son camion, là où il se trouve toute la journée, et qui lui servent à se remémorer ses crimes, qui lui permettent presque de les revivre. C'est comme un cercle vicieux que le tueur entretient. Il se sert de ces reliques pour raviver son envie de tuer, pour la nourrir. Le souvenir des sensations éprouvées lors des différents passages à l'acte
le motive à recommencer afin de les ressentir à nouveau. Eckert est emmené, incarcéré et interrogé par la police. Immédiatement, il va confesser 6 crimes, à commencer par ceux des femmes présentes sur les photos retrouvées dans son camion. Il s'agit de Miglena Petrova, la victime tuée en Espagne dont le meurtre a mené à son arrestation, ainsi que de 4 prostituées. Il y a Sandra Osifo, une femme d'origine nigérienne de 25 ans, retrouvée sur l'aire d'autoroute de Chermignac, près de Bordeaux, en France, en 2001. Il parle aussi de 2 meurtres de prostituées en Catalogne la même année et en 2005, ceux de Isabel Beatriz Diaz Munoz, 35 ans, et de Maria Veselova, une Russe de 27 ans. Il reconnaît également le meurtre d'Agnieszka Boss, une Polonaise de 28 ans, à Reims, en France, en 2006. À chaque fois, il avait attiré ces femmes dans son camion, prétextant être intéressé par leurs services, les avait agressées, attaquant en les étranglant, puis avait caressé leurs cheveux. Ensuite, il coupe une mèche de cheveux, prend une photo souvenir, les rhabille, puis les conserve un temps dans son camion, ou bien dans son appartement, à Hof. Parfois, il roulait longuement avec le corps dans son camion pour s'en débarrasser à des centaines de kilomètres des lieux du crime, ce qui compliquait d'autant plus l'élucidation des meurtres. On ne sait pas s'il faisait ça exprès pour compliquer l'enquête ou s'il prenait du plaisir à avoir le corps de sa victime à ses côtés. C'est certainement une combinaison des deux. Eckert avoue un 6e meurtre, celui de Sylvia Unterdörfel, sa camarade de classe, qu'il a tuée en 1974 alors qu'il avait 14 ans, et dont il a réussi à dissimuler le meurtre pendant 32 ans. Il parle des meurtres de manière très détachée et froide, livrant des détails affreux sans sourciller. Des psychiatres expliqueront ce détachement par la nécessité de se détacher des actes qu'il a commis, se situer en dehors d'eux comme si ce n'était pas lui qui les avait commis. Et ce, dans le but de pouvoir vivre sans remords, parce que autrement, ça aurait été trop difficile à supporter. Ayant conscience d'avoir mis la main sur un prédateur extrêmement dangereux, ayant déjà fait au moins 5 victimes au travers de l'Europe, les enquêteurs vont commencer une enquête en profondeur visant à recouper les déplacements de Volker Eckert avec des morts de femmes non élucidées. Il découvre au total 13 meurtres de femmes imputables à Volker Eckert. Les 6 qu'il a avoués, plus 7 autres, tous commis entre 1987 et 2004, un peu partout en Europe, et visant souvent des prostituées. Ainsi, il est suspecté dans la mort d'une jeune femme de 18 ans à Plauen, sa ville natale, en 1987, dans celle d'une prostituée de 23 ans originaire de Sierra Leone à Troyes, en France, en 2002, d'une prostituée ghanéenne de 25 ans à Rezzato, en Italie, ainsi que dans les meurtres de 3 autres femmes en République tchèque et un autre en France, et malheureusement pour les derniers, on ne connaît pas de détails sur l'identité des victimes. Dans tous les cas, Eckert est positionnable sur les lieux des crimes grâce à des reçus lors d'achats effectués dans des stations-service, ainsi que grâce aux données GPS dans son camion. Les psychiatres décrivent Volker Eckert comme un fétichiste enfermé dans ses fantasmes, un sadique qui prend du plaisir à infliger de la souffrance aux femmes. Ce trouble peut être considéré comme une maladie mentale et découler lors du procès sur une diminution de sa responsabilité en ce qui concerne les agressions sexuelles, mais pas en ce qui concerne les meurtres en eux-mêmes. Parce qu'on part du principe que les agressions sexuelles découlent directement de sa maladie mentale, mais que par contre tout ce qu'il fait après et qui vise plus ou moins à se couvrir, à se débarrasser du corps, etc., là, il n'y a plus de rapport avec son affection mentale. Les experts remarquent aussi que Eckert est obsédé par l'image qu'il donne aux autres, et en particulier à la manière dont il est décrit dans les médias. Il déteste qu'on le rabaisse à l'image d'un simple monstre, parce que lui, il est très fier d'avoir réussi à tuer des femmes pendant 32 ans. Il imagine que ça fait de lui quelqu'un de très malin, parce qu'il a réussi à ne pas se faire attraper par la police. Donc il refuse l'image réductrice du fou. Lui, il pense être talentueux. En attente de son procès, Eckert est incarcéré dans la prison de Bayreuth en Bavière.
À mesure que les détails affreux de ces crimes sont révélés par les médias, il va perdre progressivement tous ses soutiens, tous ses amis, tous les membres de sa famille vont le laisser tomber. Au bout de quelques temps, il n'a absolument plus personne, il ne reçoit plus aucune lettre et plus aucune visite en prison. Le 1er juillet 2007, c'est le jour de son 48e anniversaire, et c'est ce jour-là qu'il apprend qu'il va officiellement être inculpé et poursuivi pour meurtre avec préméditation. Et ce jour-là, personne ne va lui rendre visite pour lui souhaiter son anniversaire, pas même sa sœur, dont il était pourtant resté très proche. Le lendemain matin, il est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Il s'est donné la mort de la manière dont il la donnait à ses nombreuses victimes. En décembre 2007, 5 mois après sa mort, les autorités européennes sont bien contraintes à fermer le dossier concernant les meurtres de Volker Eckert. Les familles des victimes identifiées n'auront donc jamais vraiment justice. Quant aux potentielles victimes, eh bien malheureusement, on ne pourra jamais avoir la confirmation qu'elles sont bel et bien mortes entre les mains du tueur en série fétichiste Volker Eckert. Au final, il a confessé 6 crimes. 3 de plus peuvent lui être imputés de manière quasi certaine, mais il est également soupçonné dans plus de 20 autres affaires, ce qui fait de lui l'un des pires tueurs en série d'Europe. J'ai fini de vous raconter l'affaire Volker Eckert. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le tournage, mais mon crâne est beaucoup plus proche du haut de l'écran qu'au départ. J'ai grandi peut-être, je sais pas. J'espère que l'affaire vous a intéressé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à laisser un pouce, bien entendu, à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait et que vous avez envie de le faire. C'était la première vidéo que je tournais après la pause que j'ai prise cet été. Je voulais vous toucher 3 mots là-dessus parce que j'ai un peu culpabilisé de m'arrêter aussi longtemps. Mais sans vous dévoiler trop ma vie, il faut quand même savoir que j'ai une vie de famille un petit peu intense. Vous devinez que j'ai des enfants en bas âge. Donc je suis obligée pendant les vacances scolaires de m'arrêter assez longtemps, ce qui peut paraître longtemps pour des gens qui n'ont pas d'enfants peut-être. Parce que j'ai pas le cœur de priver de ma présence mes mômes pendant les vacances, alors qu'ils sont là tout le temps. Voilà. Donc oui, c'était un peu long. En tout, je me serais arrêtée 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Là, je sais pas encore du coup, puisque la vidéo n'est pas encore postée et que je dois encore partir en vacances. Je tourne ça juste avant de partir pour de bon. Mais en gros, voilà, je me suis arrêtée pas mal de temps. J'ai en tout cas arrêté les tournages. Je continue à écrire des scripts. Et là, je pars et j'aimerais bien arrêter complètement pendant au moins quelques jours. Bref, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de revenir devant la caméra. J'espère que vous aussi, vous serez contents de me retrouver. Et puis, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et vous pouvez aussi me raconter vos vacances, si vous avez eu la chance de partir. Et me raconter votre boulot, si vous n'avez pas de bol et que vous avez bossé tout l'été. Je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à la prochaine. Ciao.